Bah écoutez, c'est une super grande joie pour moi de parler devant autant de personnes. Quand j'ai vu le programme et que je me suis dit, bon, il y a du Terraform, ok, c'est un peu trendy, il y a du Helm, ok, il y a de l'IoT, merde, mon truc, il va peut-être pas être sympa. Donc finalement, je suis très très contente de vous voir tous ici. Et comme l'a dit un peu Manu, je vais vous parler de surcharge featurale. Alors, ne vous attendez pas à parler de surcharge pondérale. Si vous êtes là pour que je vous montre un cours de Zumba ou de la muscu ou des choses comme ça, c'est pas le talk. D'accord? Donc, qui suis-je? Je m'appelle Estelle Landry, je suis product owner et une ancienne développeuse C# dans la région de Montpellier. Je fais un petit peu du UX design. Je ne me dis pas encore UX designer, mais voilà, j'en fais beaucoup dans ma profession. On est dans une toute petite start-up qui s'appelle Helium, comme l'a dit Manu. C'est une start-up dans l'adtech. Je ne sais pas si vous connaissez le programmatique, la publicité, toutes les ventes d'emplacements publicitaires via des enchères. Ça s'appelle l'adtech. Moi, Helium, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on fait une solution qui agglomère plein d'autres solutions, parce qu'actuellement, c'est très, très compliqué de venir créer des campagnes publicitaires et venir les diffuser. Il y a tellement d'outils, il y a du Facebook, du YouTube, de l'Instagram, du Twitter, etc. Donc mon rôle, c'est d'agglomérer ça dans une solution. Je fais partie aussi des Duchesses. C'est un groupe d'hommes et de femmes qui essaie de soutenir un peu la femme dans la tech. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un groupe qui me tient à cœur. Et je suis dispo pour en parler aussi tout à l'heure. Et je suis aussi organisatrice de Sonitech, une toute petite conf à Montpellier sur les mêmes thèmes qu'aborde le DevFest Nantes. Voilà, c'est fini pour les présentations. Mais avant de vous parler du sujet, je vais vous raconter une toute petite histoire qui se passe il y a quelques années. Une développeuse venait d'arriver à la sortie de son école, ça y est, elle avait son diplôme, et elle était super enthousiaste à l'idée de rentrer dans une société et commencer à développer et à mettre en prod. Elle a eu son premier boulot et elle était à fond. Elle développait, mais très tard. Elle rajoutait des fonctionnalités tout le temps. On lui disait « Oui, ça serait pas mal, Estelle, que tu rajoutes ça ». Et puis finalement, certains utilisateurs m'ont demandé si tu pouvais pas faire un onglet où on aurait les machines dessus avec une cinématique de fou. Oui. Ou par exemple, pour valider ce prospect, j'ai absolument besoin de cette feature. Oui, d'accord. Ou hey, est-ce qu'on ferait pas tout simplement ça? T'avais pensé? Ben non, d'accord. Ou encore, le bouton il est trop gros et puis en plus en bleu ça serait plus cool parce que là ta couleur est bidon. Oui, mais en fait c'est pas moi qui valide tout ça. Moi j'implémente quoi, je code. Bon, écoutez, elle développa et un jour elle développa la feature de trop. Cette feature où quand on vous en parle, vous la voyez et vous vous dites « Mince, comment je vais faire pour l'intégrer dans mon modèle? Ça va être une catastrophe! Où c'est que je vais la mettre, ma feature? Mon objet, mais attends, est-ce que je fais une structure avec ce truc? Est-ce que je fais une super famille avec... Non, ça va pas. Et puis après, je me dis « Mais où c'est que je vais l'intégrer dans mon UI ?» Et là, j'ai fait « Mais non, mais ça va pas, je peux pas le faire. Ne me dominez pas cette feature, ça marche pas. » Et donc c'est là où en fait Estelle s'est demandé bon, je vais aller voir mon lead développeur et ce lead développeur m'a dit écoute Estelle, dans des cas comme ça, quand c'est compliqué, que la complexité a fortement augmenté, qu'est-ce qu'on fait? Ben, des fois tu rewrite, c'est-à-dire tu réécris un peu ton code. Ça marche des fois. J'ai fait ça, ben, je peux vous dire, ça n'a jamais marché pour mon cas. Je sais pas pour vous, mais c'est jamais une très très bonne solution d'après moi. Donc je suis allée voir mon lead et je fais ben, t'as pas autre chose? Il m'a dit non, ça vient de la dette technique, ton problème, donc on va la gérer. Ben ok, si tu veux, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des nouvelles technos, des nouveaux frameworks, tout ça. Et au final, il avait raison, hein, ça a aidé à ce que une certaine complexité baisse. Mais à un moment donné, cette développeuse, elle s'est dit mais c'est bizarre, je continue à développer, mais on a mis ça en place, la réécriture et j'ai géré ma dette technique, mais la complexité a continué à grossir. Pourquoi? Elle a cherché et elle a trouvé deux types de complexité. La complexité accidentelle, qui est créée lorsque le développeur va venir rajouter du code. C'est normal, il en rajoute et accidentellement, mon application devient trop grosse. Ou la complexité essentielle. Celle-ci, elle n'est pas reliée au code. Celle-ci, elle est
impacté parce qu'on va rajouter des fonctionnalités et on va essayer de corriger quelques problèmes, on va essayer de compléter notre application. Et cette complexité-là, elle n'arrêtait pas de grandir. Elle grandissait mais énormément, énormément vite. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce qui crée cette complexité-là? Et elle est arrivée sur un concept qui s'appelle la surcharge fonctionnelle. Bon, je vous avoue, j'ai pas gardé ce nom pour mon titre parce que j'aurais pas pu faire de jeu de mots sur la surcharge pondérale, tout ça. Donc j'ai rechangé en surcharge featurelle. Mais qu'est-ce que c'est la surcharge fonctionnelle? Il n'y a pas de définition à proprement parler. Donc c'est une charge supplémentaire à la normale, ok, de fonctionnalités que je veux rajouter à mon système pour mon utilisateur. Ok, ça veut dire que mon application a des fonctionnalités assez importantes et du coup c'est anormal quand même. Ok. Donc Estelle, elle s'est dit, bon, s'il y en a trop, on supprime. Ok, on va faire ça, on supprime. Elle s'est dit, c'est parti, je vais prendre toutes les fonctionnalités qui sont le moins utilisées et qui ont un gros coût de maintenabilité. Vous savez, ces fonctionnalités où il y a 2 pauvres pékins moyens dans l'entreprise qui l'utilisent, et c'est en décembre, c'est pour faire 2 vieux exports de stats, et c'est le genre de truc qui date de 2000 et des brouettes, qui n'est pas maintenu, mais que vous avez à tenir à maintenir pour faire ces putains d'exports. Imaginez, c'est un peu ça dont je parle. Donc Estelle, ce qu'elle s'est dit, je vais supprimer ces fonctionnalités-là. Ok. La première problématique qu'elle s'est dit, c'est que déjà, supprimer des fonctionnalités, ça prend du temps. Ça prend plus de temps d'en supprimer que d'en créer de nouvelles. Donc elle s'est dit, finalement, ça ne va pas corriger mon problème à 100%. Si je supprime et derrière, on m'en rajoute encore plus, ça ne marchera pas. Donc ensuite, elle s'est dit, si j'en supprime, finalement aussi, je vais avoir un problème parce que des fois, des fonctionnalités sont un peu liées à plein de composants et c'est très compliqué de venir savoir comment les supprimer. Il faut peut-être aussi faire une migration derrière. Il faut peut-être aussi appeler son customer service pour qu'il appelle X client qui utilisait sa fonctionnalité. Bon, c'est lourd. Et surtout, le point qui était essentiel, c'est que supprimer une fonctionnalité, c'est pas très sexy, quoi. Imaginez votre CTO qui dit « Aujourd'hui, nous avons supprimé 5 fonctionnalités ». Je pense que les gars de l'Assemblée, ils font la gueule. Ils se disent « Mais pourquoi ils sont contents d'avoir supprimé des fonctionnalités ?» En plus, c'est un biais cognitif, c'est-à-dire que plus on passe du temps, nous, en tant que développeurs, à créer des fonctionnalités, et plus c'est compliqué de les voir se supprimer, les voir partir, parce que c'est du temps qu'on a engagé. Ok, donc deuxième solution qu'elle a pensée pour supprimer cette complexité accidentelle, essentielle, c'est de laisser mourir son app. C'est-à-dire avoir une application qui existe, qui pendant des années va être utilisée, on va rajouter des éléments et au bout d'un moment on va dire « bon, elle est en prod, il y a des gens qui l'utilisent, on va la laisser ». Et finalement, on va essayer de refaire une application. Ok, c'est quelque chose qui a marché, je vous l'assure. Par exemple, Fogbugs, qui était un outil de gestion de bugs, je ne sais pas si vous connaissiez, s'est dit, au bout d'un moment, à force de rajouter des fonctionnalités, on n'est plus au goût du jour, nos technos sont vieillissantes, qu'est-ce qu'on fait? On va le refaire, le produit. Et au lieu de prendre nos specs d'il y a 5-6 ans, on va prendre nos nouveaux besoins utilisateurs. On va prendre les besoins utilisateurs de maintenant. Donc ils se sont dit, allez go, on fait le changement, et ils ont créé Trello. Comme quoi, ce n'était pas une si mauvaise idée. Donc cette deuxième solution aussi pouvait marcher. Et ça a fait comprendre à Estelle que le cycle de la vie existe même au niveau applicatif. Toutes les applis ont une fin, et c'est un cycle vertueux que l'on peut garder aussi, nous, en tant que développeurs. Bon, l'histoire est finie. La fin est belle, il y a une moralité, c'est cool. Mais, je ne sais pas vous, mais c'est triste de se dire ouais, on ne peut rien faire pour supprimer cette complexité-là. On ne peut rien faire, juste laisser mourir son produit. Non, il faut faire quelque chose. Je ne veux pas laisser mourir mon produit pendant 10 ans et puis en refaire un après. Du coup, j'avais toujours cette idée-là dans ma tête. Et un jour, j'ai vu une émission sur France 5 qui parlait du cerveau en surcharge, des gens qui étaient hyper connectés, c'est-à-dire nous,
On utilise actuellement un téléphone, il y a plein de notifications. Et ça, cette émission montrait le fait que maintenant, on était complètement dépendant et notre cerveau, des fois, était en surcharge parce qu'on devait gérer XXX notifications du PC, du téléphone, de n'importe quelles applications, non-stop. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, je me suis dit, OK, l'humain, il y a 20 ans, il avait un Minitel, grosso merdo. Il avait le début des PC. OK. Ces PC, on les utilisait, mais on ne pouvait pas les prendre avec nous. Donc on n'avait aucune complexité, aucune surcharge au niveau du cerveau, parce que c'était à la maison, c'était posé, il n'y avait personne qui nous envoyait des messages. Si, on avait le début d'MSN qui était drôle, mais mis à part ça, il n'y avait pas beaucoup de surcharge au niveau du cerveau. Si on prend il y a 50 ans, je ne vous en parle pas, les transistors, enfin bref, des trucs vieux. Et si je vous parle il y a 100 ans, alors là, j'en parle même pas non plus. Donc ça, finalement, on est d'accord, ne pas avoir de fonctionnalité, c'est-à-dire être avec notre homme de Cro-Magnon, c'est une mauvaise chose, on est d'accord. Mais est-ce qu'on ne doit pas être non plus dans la surcharge non plus? Où est le juste milieu? Et là, je me suis dit, mais en fait, nous, on se consume de l'intérieur, comme montrait le reportage, mais notre application, c'est un peu pareil. Elle vit les mêmes choses, elle se consume au fur et à mesure, avec cette complexité. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parallèle entre l'humain et l'applicatif? Alors, je sais que vous allez me dire, tu as pris des substances, Estelle, ça va aller, on va te mettre dans un coin, repose-toi. Non, mais pour de vrai, est-ce qu'un humain qui est en burn-out, finalement, ou qui a besoin d'aller faire une thérapie, c'est pas la même chose qu'une appli qui arrête de fonctionner et qui à des moments crash, on ne sait pas pourquoi, a des centaines de régressions alors qu'on n'avait pas touché ce produit? On peut se poser la question. Donc moi, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que j'ai essayé de prendre des éléments qu'on applique sur nous, humains, pour gérer un burn-out, et les transposer sur une application. Et j'en ai sorti, alors on en discutera après si c'est bien ou pas, 4 piliers de la simplification. Vous avez le droit de me dire à la fin du talk que j'ai pris de la coque et que c'était pourri. Mais j'aimerais bien avoir vos questions après et votre ressenti. Le premier pilier, finalement, il est assez simple. Je suis allée sur auféminin.com, psychologue.com. Ils disent, OK, si vous êtes en burn-out, vous partez d'une feuille blanche. Oui, donc ça veut dire que nous, en tant qu'humains, on supprime toute surcharge que l'on avait et on essaie de rajouter au fur et à mesure ce qui nous concerne le plus, qui est propre à nous. Si vous avez une famille, bien sûr, c'est important. Vous allez à un travail, au début, vous allez le rajouter aussi. Vous avez des biens, j'imagine, comme une maison, OK. Mais vous partez sur ce que vous avez besoin pour vous, sans que ça vous génère trop d'énergie mentale. Donc moi, je me suis dit, ça correspond à quoi pour notre appli? Finalement, ce qu'on fait là, dans ces cas-là, en tant qu'humain, c'est qu'on essaie de se ressourcer et de se rappeler qu'est-ce qui nous motive, quels sont nos facteurs qui nous tiennent à cœur. Moi, dans ma société, pour faire ça, j'ai fait un cover story. Je ne sais pas si vous connaissez. Un cover story, le principe, c'est un atelier qui dure 1 heure ou 2. Vous essayez de prendre quelques personnes de votre société et vous essayez d'imaginer pourquoi on parlerait de vous dans 20 ans. Et quel serait l'article qu'on aurait sur votre société dans 20 ans. Au moins, ça définit les grandes valeurs que vous voulez faire apparaître et ça va définir votre axe de produit. Donc je l'ai fait, je vous mets rapidement la photo. On a eu plein d'idées et finalement, j'en ai fait une valeur un peu plus, on va dire, simple. Ce qui ressortait, c'était le fait qu'on voulait gagner du temps. C'était le fait qu'on voulait consolider les données. C'était le fait qu'on voulait maximiser les investissements que faisaient nos utilisateurs et que ce n'était pas gâché. Et ça, ces mots, c'était très fort pour nous. C'était les valeurs. C'était qu'est-ce qu'on voulait véhiculer via notre outil. OK. Bon, vous allez me dire, oui, Estelle, produit, la stratégie, on s'en fout un peu. OK. Imaginons qu'on descend sur notre application. Si on part d'une feuille blanche, ça veut dire qu'on peut essayer de décrire à quoi va ressembler notre application dans les plus grandes lignes. Pour ça, je me suis dit, le persona, ça aide beaucoup quand on veut faire un cible d'un utilisateur pour essayer de le décrire. Je ne sais pas, qui connaît les personas? Il y a eu un talk ce matin. Bon, ça va, c'est bien, je n'ai pas besoin de t'expliquer.
Donc je me suis dit, ben, un persona, ça m'aide à découvrir une cible. Pourquoi je ne pourrais pas le faire avec mon appli? Donc j'ai fait mon application en persona. Et j'ai créé Terra, l'Octopus. Alors cette application, elle a une histoire, c'est qu'elle est née de la multiplication de plein d'outils et de plein de frustrations des utilisateurs. Elle a des buts, c'est qu'elle va apporter de la clarté, de la simplification en agglomérant tous les outils. Et elle a des peurs aussi. L'image a sauté, du coup je ne peux plus lire. Elle a des peurs, c'est qu'elle n'arrive pas à agglomérer toutes les données et qu'elle fasse des erreurs de programmation. C'est-à-dire qu'elle a peur de computer, et de mal faire les choses et de récupérer des choses des API, de les fusionner, mais en fait c'est pas bon. Donc voilà, mon persona applicatif c'est ça. Donc ça veut dire que grâce à ça, j'ai défini ce que mon application était, mais vraiment en page blanche. C'est-à-dire que j'ai défini ses grandes valeurs et ses envies, ses freins, ses motivations. OK. On va dire que la première partie, elle est remplie. Ensuite, dans les autres sites que j'ai eu droit à, oui, il faut ajouter ensuite que les activités que vous aimez vraiment. Je me suis dit, c'est compliqué, aimer vraiment, c'est subjectif. OK, ça me va. Donc ce que j'ai fait, à ce moment-là, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui permet le mieux de prioriser chez nous en tant que dev? Ben, c'est le tri de cartes. Je ne sais pas si vous le faites chez vous, méthode agile pure. Le tri de cartes, c'est très simple, c'est que vous faites ça avec votre utilisateur. Alors là, vous prenez plus une demi-journée si vous avez une API assez importante. Et avec votre utilisateur, vous allez essayer de créer toutes les fonctionnalités qu'on va avoir dans l'outil. Et ça, après, vous allez essayer de les regrouper. Et ça va vous donner clairement de quoi va être composé votre appli. Et c'est très drôle de le faire même si votre appli existe. Parce que souvent, on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même vision et les mêmes projections sur les fonctionnalités qu'on aimerait ou qui est mis en place. Et ensuite, je me suis dit, bon, pour les prioriser, parce qu'il y avait beaucoup de choses, on a fait un système de dot voting. Je ne sais pas si vous connaissez aussi. On a pris des gommettes, on s'est dit chacun qu'on avait 10 gommettes, et on devait les appliquer sur toutes mes fonctionnalités. Et là, ça me donnait une ordre de priorisation. Finalement, ça, je l'ai pris, je l'ai accroché auprès des devs, auprès de ma direction, et j'ai dit, ben voilà, j'arrive à avoir toutes mes fonctionnalités, toutes mes priorisations, on est bon. Et après, dans les sites internet, je vous avoue, il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'était que des conseils un peu bullshit, il y avait des trolls. Donc je me suis dit, bon, finalement, le conseil qui revient le plus, c'est d'aller voir un psy. Ça veut dire quoi pour mon appli? Je ne sais pas. Et j'ai mis du temps à me dire, en fait, finalement, un psy, c'est quelqu'un qui essaie de connaître vos frustrations, de les développer et de pouvoir les résoudre. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est un peu ce que je fais avec de l'UX. Avec de l'UX designer, enfin de l'UX. Donc du coup, j'ai voulu essayer de voir en psychologie qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme méthode. Et la première méthode que j'ai trouvée, c'est la méthode TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. Alors vous allez dire, ah ouais, le bullshit, psycho, on a un peu ras la casquette de ce que tu nous dis. Bon, tout simplement, ça veut dire que dans ces thérapies-là, on prend le patient, on essaie de faire une analyse fonctionnelle. C'est bizarre, il y a le terme fonctionnel dedans. C'est pas moi qui l'ai inventé. On fait une analyse fonctionnelle et on essaie d'identifier les comportements problématiques. Donc finalement, comme je vous ai dit, ça correspond avec un petit peu ce qu'on fait dans l'UX. OK. Donc, dans l'UX, je peux utiliser peut-être des petits ateliers que ferait par exemple un psychologue et ça va peut-être aider mon appli. OK, on va essayer. Donc, j'ai réfléchi à plusieurs ateliers utilisateurs. Et je vais vous les présenter et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Le premier atelier que j'ai utilisé, c'est le test des 5 pourquoi. Est-ce que vous connaissez? Vous pouvez me montrer... des pourquoi, des 5 secondes, excusez-moi. C'est moi qui me... Alors, test des 5 secondes, c'est assez simple. Vous prenez la page d'une application, par exemple votre page d'accueil, où là vous avez toutes vos options, et vous le montrez à l'utilisateur pendant 5 secondes. Et après, vous le cachez de suite. Et vous lui dites tout ce que tu as essayé, avec tout ce que tu as capté, tu vas l'écrire sur une feuille. Tu peux écrire les couleurs, tu peux essayer de faire un dessin, tu peux essayer de noter le nom que tu as vu des boutons. Et après, vous le refaites avec 10 secondes. Et ensuite avec 15 secondes. Et vous allez vous apercevoir qu'à la fin,
Il y a des fonctionnalités qui vont être mises en avant plus que d'autres parce que votre UI a été fait dans ce sens. Mais avec 10 secondes, on n'a pas le temps de processer et du coup, l'œil va nous retranscrire exactement ce qu'il a dit, enfin ce qu'il a vu. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce test-là, les fonctionnalités que vous avez mis priorité max dans votre read cart, s'il ne ressort pas, c'est peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que ce n'est pas bien mis en avant. Et celles que l'utilisateur n'a pas du tout vues, peut-être qu'elles ne sont pas faites pour être présentes sur la première page. Peut-être que je peux supprimer cette complexité-là en enlevant peut-être en action principale, dans ma première page, certains éléments. Peut-être que c'est un début pour alléger un peu cette complexité. Ensuite, pour avoir d'autres retours, parce que j'avais envie d'aller un peu plus loin, j'ai fait de la complétion de phrases. Ça, c'est un élément UX qui est assez simple. Vous créez des phrases sur votre outil et vous allez demander aux utilisateurs de le remplir. Mais vous n'allez pas le demander en one-shot. Vous allez lui demander une semaine après, vous allez lui reposer les mêmes phrases, 2 semaines après, 1 mois après. Et le mieux, c'est de le faire quand il y a des releases, comme ça, il voit un peu le changement et les retours qu'il a fait au fur et à mesure. Si je prends un exemple, utiliser Terra, donc notre Terra Loctopus, utiliser Terra, est-ce que c'est contraignant? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est fun? Est-ce que c'est cool? Est-ce que les fonctionnalités de Terra sont lentes, compliquées à trouver? Là, vous pouvez avoir plein d'éléments. Et les utilisateurs, souvent, avec ces phrases-là, ils sont un peu bornés et ils vous permettent de ressortir plein de vocabulaire et plein de choses que vous ne pensiez pas finalement au départ. Et ça, clairement, c'est simple à mettre en place. Vous faites un Google Drive, vous le partagez, vous faites ça un peu chronométré pour qu'il évite de trop réfléchir et vous le faites sur plusieurs fréquences différentes. Et ces retours-là, c'est cool parce que ça va vous donner un peu plus d'informations sur comment régler cette complexité. Qu'est-ce que je peux virer finalement? Qu'est-ce qui n'est pas utile? Qu'est-ce que mon utilisateur n'utilise pas? En notre atelier, il y avait l'échelle d'utilisabilité. Alors ça, c'est pour un peu plus les feignants, qui n'ont pas forcément envie de faire d'atelier utilisateur, je le conçois. C'est un questionnaire avec des réponses allant de 1 à 5 et qui va essayer de détailler un peu ce que pense l'utilisateur rapidement de votre outil. C'est bateau, mais ça aide déjà à avoir une courbe de ce qui peut être amélioré ou pas. Ok. Je vous ai donné un peu beaucoup d'ateliers, mais le seul que vous avez à retenir et qui est finalement ce que vous faites, peut-être implicitement, c'est les tests utilisateurs. Moi, je préfère aussi les Unmoderated Usability Tests. C'est le test où, en fait, votre utilisateur il est avec vous, vous avez le PC, vous avez votre bêta, et là, vous allez lire la blague. Hein. J'aurais pas dû mettre la blague. C'est le comic strip aussi, donc vous allez dire « Ah, c'est cool, je ne la connais pas, celle-là. Ah, c'est cool. » Ne vous inquiétez pas, vous aurez les slides si vous voulez la relire après. Mais clairement, pour ces tests utilisateurs, c'est très simple. Hein. Un PC, un utilisateur, 2 heures balisées, et ensuite, vous donnez à votre utilisateur un parcours. C'est-à-dire, créez-moi une campagne publicitaire, mets-la en prod, et ensuite, fais rien un temps. Et vous allez voir, pendant ce test-là, c'est très très drôle, parce que souvent, vous prenez la vidéo de ce qu'il est en train de faire, et vous allez pouvoir voir la courbe de ses clics. Vous allez pouvoir voir s'il bute sur une fonctionnalité, vous allez voir que la souris, elle fait des trajets un peu bizarres, et qu'après, il se dit « Ah oui, c'est là. » Là, peut-être qu'il y a un problème. Ou vous allez voir que pour créer une campagne, il ne va pas du tout passer par le workflow que vous avez pensé, il va passer sur un autre workflow. Souvent, un truc que vous n'avez jamais imaginé. Peut-être qu'il y a un des 2 workflows, vous pouvez le virer, faire un truc unique, et déjà, ça vous enlève un peu de complexité. Et ça, c'est vraiment des retours qui seront propres à l'utilisateur, ok, mais c'est quand même génial d'avoir ce type de retour là sous vos yeux parce que c'est réellement ça que vous voulez. C'est enlever cette frustration utilisateur et du coup, clairement, peut-être revoir votre UI, la simplifier et du coup, améliorer cette complexité. Bon, là, on a fait une liste de tous les éléments que vous voulez corriger. Tout ce que l'utilisateur vous a dit, ah, c'est pas terrible, ça je l'ai pas vu, ça c'est machin, ça c'est machin. Mais vous allez me dire, maintenant, il faut trouver des solutions. Pour trouver des solutions, on va voir le PO, on va voir je ne sais pas qui, le mec qui gère le business, et puis on lui dit, voilà, il y a eu ça, 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 ça. Moi, je vous dis, si vous faites ça, vous allez retomber dans votre cercle de « c'est mon business qui va venir avec mon produit, on va y réfléchir de la même manière, et on va finalement peut-être rajouter des éléments qui n'étaient pas voulus, ou les personnes vont dire « oui, mais ça, j'ai pas envie de le toucher ». Ok, donc du coup, au lieu de faire ça, je vais vous proposer un autre atelier. Cet atelier-là,
je l'ai déjà présenté l'année dernière dans un autre talk que je faisais avec un collègue, qui s'appelle les 6 chapeaux de Bono. Est-ce que vous le connaissez? Encore les petites mains. Bon, ceux qui ont vu mon talk, oui, l'année dernière, je les connais. Ok, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y en a. C'est cool. Les 6 chapeaux de Bono, c'est le meilleur moyen pour prendre des problématiques et essayer de les regarder sous 6 angles différents et pour avoir un meilleur besoin et du coup une solution qui correspond au mieux à votre besoin. Et ça, clairement, vous pouvez le faire avec les devs, avec les ops, avec votre CTO, avec l'UX designer, avec la meuf du market. Je dis meuf, mais c'est pas la bonne réponse. Donc vous pouvez le faire avec tout le monde. Et cet atelier, il est chouette parce que tout le monde peut parler, tout le monde peut évoquer, tout le monde peut se lâcher. Je vais vous expliquer le principe. Vous prenez une problématique qui vous tient à cœur. Comment améliorer, alors je vais vous prendre une problématique qui me touche, mais comment améliorer la création d'une campagne? Parce que mon utilisateur, actuellement, il trouve que c'est trop long, qu'il y a beaucoup trop de workflow et qu'il passe trop de temps. Mais au premier chapeau, on va tous le prendre, on va tous le mettre, le chapeau blanc, c'est le chapeau de la neutralité. Neutralité, ça veut dire quoi? C'est des éléments qui sont factuels. Combien de temps il met pour faire créer une campagne, combien il y a de bugs, combien il y a eu de régressions sur la partie des campagnes, combien de fois il a dû réactualiser la page parce qu'il y avait un problème de refresh, je dis n'importe quoi. Combien de personnes ont dit que cette fonctionnalité-là n'était pas tip-top. Voilà, vous sortez tout ce qui a été noté en termes de factuel. Ensuite, vous prenez votre chapeau rouge et tout le monde va se lâcher au niveau des émotions. Moi, par exemple, je suis la première à dire en tant que PO, ah ouais, mais moi, le formulaire de création de campagne, quand je suis arrivée, il était comme ça, mais clairement, il est super long. Si l'utilisateur il veut quelque chose de simplifié, il est obligé de se taper 10 clics pour passer à la fin, même s'il s'en fout des fonctionnalités finalement du milieu, le fait de rajouter des fonctionnalités, enfin des produits à tierces, par exemple, peut-être qu'il y en a qui s'en foutent, il veut aller à la fin, ok. Bah, du coup, là, moi, j'ai lâché un peu mon sac. Pareil, le CTO a lâché son sac au niveau technique en disant « Ouais, mais ce composant-là, il est à chier, la preview, elle est moche, du coup, ça fait perdre du temps, on ne sait pas où cliquer, les boutons ne sont pas mis en avant. » La graphiste m'a dit « Il y a un problème d'harmonisation. » Tout le monde s'est lâché. Ça fait du bien après, je peux vous dire. Fou. Et une fois que tout le monde a lavé son linge sale, on prend le chapeau de la créativité, le chapeau vert. Ce chapeau vert, il est cool parce qu'on peut sortir n'importe quoi comme solution. Par exemple, ouais, on ne fait plus de pub, on n'a qu'à pas faire de campagne, du coup pas de formulaire de campagne. J'en ai eu un qui m'a dit ça. Ou par exemple, on devrait faire un formulaire de campagne qui va piocher dans un document Excel et qu'à partir de tout ce qu'il trouve, il crée ta campagne. Parce que c'est vrai qu'on a des utilisateurs qui passent beaucoup par des Excel. Je fais, ouais, c'est quand même pas GG, quoi. C'est pas non plus la révolution. Pareil, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas faire un autre workflow beaucoup plus simplifié? Peut-être pas en avoir 3 maintenant, c'est compliqué. Et donc on a débattu avec plein de solutions créatives. Et ensuite, on a pris le chapeau noir et le chapeau jaune. On a fait le pessimisme et l'optimisme. Enfin, on a été pessimiste et optimiste sur toutes les solutions qu'on avait évoquées. Comme ça, on a listé tous les pain points et tous les good points de chaque solution. Et on s'est dit, mais finalement, elle est pas si mal. Elle a 2-3 points à corriger, mais celle-là, c'est la bonne. Et au final, chapeau bleu, organisation. Là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place cette fonctionnalité? Est-ce qu'on la rajoute dans la roadmap actuelle? Est-ce qu'on attend la prochaine roadmap? Quelle priorité on lui donne? Est-ce qu'on commence à faire un POC? Est-ce qu'on analyse un petit peu le temps que ça va nous prendre? Tout ça, tout ça. Donc ça, clairement, c'est une bonne technique. Une fois que vous avez un peu ces frustrations utilisateurs, et surtout quand vous en avez évalué une qui est assez importante et qui touche un peu à toute votre application, celle-là, clairement, cet atelier-là, ça va très bien, ce genre d'éléments. Et ensuite, j'allais dire, je suis revenue sur ces sites un peu bidons, sur comment éviter le burn-out. J'ai quand même essayé de rechercher quelque chose, parce que je me suis dit, ça va être un peu léger si je leur sers ça. Et j'ai eu, il faut éviter toute surcharge future. Mais pour l'humain, je n'ai pas trouvé à quoi ça correspondait. Il disait juste, faut faire attention de ne pas retourner dans ce que vous faites actuellement, vous laisser dépasser par le travail, etc., etc. Moi, je me suis dit qu'en fait, le mieux pour une application, pour éviter une surcharge future, c'est de mettre en place des KPI et quelque chose qui soit automatisé. Parce que finalement, on le sait tous, en tant que développeur, on est flemmard. On aime bien que tout nous tombe sur la main et qu'on ait des notifs et qu'on nous dise « Ah, attention, là, il y a un problème ».
Donc ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est que j'ai essayé de mettre en place des outils d'analytics. Si la... Ça ne va plus marcher. J'ai essayé de me mettre en place des outils d'analytics et j'en ai trouvé plusieurs. Le premier que je pense que vous connaissez tous, qui est Google Analytics, le plus vieux, il vous permet de calculer les taux de rebond, il vous permet de calculer les taux de conversion d'une étape à l'autre. Et ça, c'est super important, même pour vos applis. Alors moi, je fais du web, donc ça m'est possible de le faire. Pour ceux qui sont du client lourd, je ne sais pas. Mais clairement, c'est une très bonne solution déjà pour guetter les déplacements de votre utilisateur au sein de votre plateforme, même si vous n'êtes pas là. Et à chaque mois, vous essayez de voir la fonctionnalité où personne n'est allé. Le truc où, dans un mois, aucun utilisateur n'y est allé. Peut-être que celle-là, elle doit être repensée. Après, je me suis dit, je vais faire un heatmap. Un heatmap, c'est une carte de chaleur qui représente en fait le tracé de la souris sur l'écran. Ça permet que sur chaque écran, vous ayez une courbe de chaleur sur où est passée la souris. Je vous explique, par exemple, vous tombez sur une page et vous avez juste envie de faire Next. Ça se trouve, votre bouton Next, il n'est pas placé correctement. C'est-à-dire que des fois, vous l'avez mis en haut, des fois, vous l'avez mis en bas, ou il n'est pas assez visible. Et bien avec cette carte-là, vous allez voir si l'utilisateur, vous allez voir son tracé. Est-ce qu'il attendait en haut? Est-ce qu'il est redescendu? Est-ce qu'il est plutôt resté au milieu et pendant quelques secondes, il a fait « mince, qu'est-ce que je fais? Il est où mon bouton ?» Et là, vous allez vraiment avoir ce déplacement-là de la souris. Et ça permet réellement d'avoir un visu de où est passé l'utilisateur. Après, il y a du Real-Time Analytics avec du Flink. Je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé, donc je ne pourrais pas trop vous en parler, mais je sais que mes collègues l'ont utilisé et que c'est un bel outil. Je crois qu'il fait de la gestion des états d'un utilisateur au sein de son parcours dans une appli. Mais bon, je ne vais pas vous barber avec ça, c'est déjà un peu pénible. Donc ensuite, dernier outil, Inspectlet, qui est plus ou moins la même chose que permet Hotjar, parce que Hotjar, je ne vous l'ai pas dit, mais il permet de faire des captures en temps réel de votre parcours utilisateur. Eh bien, Inspectlet, il le permet aussi, il va un peu plus loin, et ça c'est top, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la capture de l'utilisateur et de tout ce qu'il fait dans votre application sur un temps donné. Donc ça, c'est des outils, je vous les conseille, un peu dur à mettre en place, mais déjà Hotjar, moi j'ai trouvé ça génial. Du coup, le bilan. Parce que je vous ai un peu donné beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'ateliers, donc je vous ai un peu barbé, et je vais essayer de vous dire ce que j'ai appris de tout ça. La première chose, c'est que non, je n'avais pas pris de drogue quand j'ai fait le talk. Ne vous inquiétez pas, je vous l'ai dit assez, mais je le répète parce que je me suis dit, quand je vais arriver au DevFest Nantes et que je vais proposer ce sujet, ils vont me dire, mais t'as fait quoi? Voilà. Donc non, j'en ai pas pris. Après, si je reviens sur quelque chose de plus sérieux, ces 4 piliers-là, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais il y a un petit truc derrière. C'est-à-dire que le premier pilier, finalement, c'était l'empathie. On a essayé de comprendre notre application, on a essayé de comprendre notre produit, on a essayé de voir où on allait, quelles sont nos valeurs, où on se recentrait. Le deuxième pilier, vous l'avez un petit peu vu, on a essayé de définir et de générer des idées pour essayer d'améliorer notre produit. OK. Troisième pilier, on a essayé de faire du test avec plein d'ateliers UX, comme pourrait le faire un psychologue avec son patient en faisant des tests ou du TCC. Et le quatrième pilier, finalement, on a essayé d'avoir des feedbacks. Et ça, clairement, je ne sais pas si vous savez, c'est une approche UX qui s'appelle le design thinking. Est-ce que vous connaissez le design thinking? Ah, ça va. Donc finalement, mon approche n'était pas si idiot, quoi. Je me suis dit, finalement, ça colle à l'approche que moi j'utilise un petit peu dans mon boulot, qui est le design thinking. Le design thinking, c'est très simple. Ça peut être en 3, 5 ou 7 étapes. Le but, c'est d'identifier une problématique, de comprendre son environnement et de trouver ensuite, de générer des idées qui permettent de résoudre cette problématique-là. Et à la fin, on essaie de concevoir un concept et de le tester. Jusque-là, ça va. En plus, c'est itératif, un peu comme notre psychologue. Il essaie des trucs, des fois il revient, gna. Toutes les étapes peuvent être faites et refaites. Ça ne nous oblige pas d'avoir ça en mode cycle en V. Et du coup, le design thinking, c'est vraiment une approche qui vient de l'UX. Et finalement, mes ateliers que je vous ai parlé, c'est un peu la manière dont mettre en place le design thinking. Donc,
finalement, j'étais proche de cette approche sans le savoir et en partant de sites de psychologie sur Internet. Qui l'aurait cru? C'est comme si on disait j'ai trouvé que j'avais le cancer grâce à Doctissimo, quoi. Un peu pareil. Et finalement, quand j'ai fait le talk, je me suis dit, en fait, on pourrait même encore aller plus loin. Parce que si nos salariés sont en burn-out, c'est peut-être qu'il y a un problème. Comme notre application. Si notre application est en burn-out, c'est qu'il y a un problème au-dessus. C'est que nous, on a du mal à comprendre. Mais si nos employés sont en burn-out et font des applications qui sont en burn-out, ça va être un peu plus compliqué de le gérer. Donc, est-ce qu'en fait, le problème, quand on a des salariés qui sont un peu en burn-out, ça ne serait pas d'essayer de mettre en œuvre cette philosophie au niveau de nos sociétés? Peut-être que le fondement de ma question initiale sur la complexité, ça vient peut-être aussi des valeurs qu'a votre société. Moi, je vois chez Helium, on a plein de valeurs. Je ne fais pas la pub pour ma boîte, on est 10, je ne cherche pas à recruter. Mais chez Helium, on a le droit à l'erreur et on peut essayer de mettre des choses en place, on peut essayer de trouver des solutions, on n'est pas arrêté. Et quand on voit qu'il y a quelque chose qui est mauvais, on le dit. On ne dit pas « non, mais ce n'est pas ma partie, je ne le fais pas ». On est une vraie équipe. Et je me suis dit, dans les sociétés où j'étais avant, quand je vous racontais cette petite histoire de moi, c'est vrai que ma société me demandait de développer, point barre, tu prends la fonctionnalité, tu la développes, une fois que tu as les retours des tests, tu les corriges et tu déploies. Okay. Finalement, cette société-là, elle ne m'a pas donné de valeur humaine, elle ne m'a pas aidé, elle m'a fourré de fonctionnalités à faire. Peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être qu'il faudrait reprendre cette philosophie un peu plus haut. Ça, je vous laisse la question. Merci beaucoup.